Mesdames et messieurs, nous sommes de retour et actuellement nous avons avec nous deux autres personnes qui vont parler bien sûr de la RDC, particulièrement des conflits qu'on peut remarquer actuellement. Et bien sûr, nous avons avec nous Daniel et Joyce que je vais demander de se présenter un peu à nous. On commence avec qui exactement? Moi, je prends Daniel. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je m'appelle Daniel Moussumbu. Je suis étudiant en baccalauréat en sciences politiques. J'ai fait les études de droit dans le passé, dont notamment le droit civil de personnes, et aspiré aussi à faire les droits publics internationaux. Alors, je suis président d'une fondation en République démocratique du Congo que je dirige. Je suis aussi président des étudiants congolais à l'université Laval et membre du conseil d'administration de l'association de tous les étudiants congolais au Canada. Donc, en quelques lignes, c'est comme ça que je peux me présenter. Beaucoup de responsabilités, Daniel. Oui. On continue avec Joyce. Bonsoir à tous. Moi, je suis simplement étudiante au baccalauréat sciences politiques à l'université Laval. Donc, je suis sur ma dernière année. Je vais bientôt être diplômée. Je suis également représentante des étudiants internationaux et internationales à l'AESPUL, donc l'association des étudiants et des étudiantes en sciences politiques à l'université Laval. Puis, je suis journaliste, membre de la Fédération professionnelle des journalistes au Québec. Ah, super, merci et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici à l'émission La Voix des droits. Plaisir partagé. Comme vous le savez, un peu partout à travers le monde, on parle actuellement de la RDC. Donc, dites-nous exactement, c'est quoi les principaux conflits qui ont marqué la RDC depuis son indépendance? Joyce, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Je vais te laisser répondre en premier. Bon, en réalité, pour parler des conflits armés en République démocratique du Congo, il est vraiment important et crucial de connaître l'histoire, c'est-à-dire comment ces conflits ont commencé. Parce que tout a un début. Parce que plusieurs personnes ont des interprétations assez sophismes, je peux dire directs, sans pour autant connaître le première source. Mais avant de parler du contexte historique, j'aimerais spécifier le fait que en ce moment-ci, en République démocratique du Congo, il y a la guerre à Goma. Les rebelles ont pris possession de la ville. Le Rwanda est en train de faire la guerre à la République démocratique du Congo. Et sur le plan médiatique, on ne veut pas que cela puisse se savoir. Alors nous avons reçu bien évidemment notre indépendance en 1960, d'où on peut commencer spécifiquement à parler des conflits armés qui ont débuté dès ces instances-là, ces années-là. Et mis après, il y a eu plusieurs choses, des coups d'État qui est purement anticonstitutionnel, qui est inconstitutionnel, avec le président Mobutu qui va prendre le règne de 1964 jusqu'en 1997. Donc, il va mener le pays jusqu'à cette époque-là. Et en ce moment-là, de 1997, nous allons assister à une deuxième guerre en République démocratique du Congo. D'où nous allons faire face à une situation très critique. Et c'est en ce moment-là que les conflits armés en République démocratique du Congo ont débuté. Et c'est en 2002 que l'accord des Sun City va se signer. Et c'est comme une sorte d'accord de paix. Mais récemment ici, vous pouvez constater, tout le monde le sait, il y a cette situation de guerre qui a débuté. Donc en quelques lignes, c'est comme ça que je peux aborder le problème pour vous donner un aperçu général. Et super, merci beaucoup. Je pense que les internautes ont pris bien soin d'écouter ton intervention. Mais dès qu'on parle de conflit, on parle d'instabilité. Donc c'est comment est-ce que vous pensez que ces conflits rendent instable la RDC? Oui et non. Mais je vais laisser Joyce répondre à cette question. Assurément, parce qu'on ne peut pas parler premièrement d'agression, parce que c'est bien ce dont il est question aujourd'hui, d'une agression rwandaise qui est identifiée par notamment le rapport de sécurité de l'ONU. Et justement, on ne peut pas parler
d'évolution, de développement économique et souverainiste surtout, avec une agression qui en plus propage une pensée expansionniste. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la RDC se trouve exactement dans le même cas, qui peut potentiellement plus parler aux auditeurs, en tout cas disons que l'exemple donné avec le Congo, mais on est exactement dans le même cas avec la Russie et l'Ukraine. C'est exactement le même type d'agression avec le même discours où on est vraiment dans une sorte de contrainte en fait, parce que finalement on dédiabolise ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des militaires rwandais? Le président se permet de ne pas vraiment répondre à la question, comme si il n'était pas d'ordre primordial de respecter la souveraineté des autres. Et puis évidemment, la communauté internationale aujourd'hui ferme les yeux sur un conflit qui dure depuis 30 ans. On a cité des dates ici, on parle quand même d'un conflit qui a commencé au lendemain du génocide rwandais, donc qui remonte à 1994. Nous sommes en 2025. Je pense que beaucoup d'entre nous ici n'étaient même pas nés encore quand le conflit a commencé. Donc il est grand temps que premièrement on vulgarise l'histoire et qu'on la rende accessible pour que tout le monde comprenne et puisse réaliser l'ampleur du conflit. Puis que deuxièmement, la communauté internationale se responsabilise et arrête de considérer ce problème, ou en tout cas cette problématique, comme une solution africaine qui serait justement l'inaction. C'est un problème. Merci, mais dans vos deux interventions, j'ai cru entendre communauté internationale, mais selon vous, c'est quoi exactement le rôle de la communauté internationale par rapport à ces conflits? Premièrement, l'implication. Ce conflit, il a des sources aujourd'hui qui sont économiques. Plus personne ne peut le nier parce que c'est justement la problématique qui régit les dynamiques du conflit. Premièrement, on a plusieurs pays occidentaux impliqués dans ce conflit, donc qui sont les resellers des ressources qui sont pillées et qui sont justement la source de tous ces conflits armés alimentés par différentes rébellions. Parce que la rébellion la plus connue, le groupe rebelle le plus connu, c'est le M23. Mais à côté, on a effectivement plusieurs. On compte aujourd'hui plus de 150 groupes armés qui sont justement la source de cette instabilité. Donc, premièrement, l'application de la communauté internationale, on ne peut plus l'ignorer. Notamment celle de la France et des États-Unis qui est documentée par l'ONU. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on peut fermer les yeux aujourd'hui. Deuxièmement, les moyens. Ce sont des groupes armés qui n'ont pas les moyens de s'offrir du matériel militaire, qui n'ont pas les moyens de pouvoir revendre ces ressources volées, pillées, sans l'aide ou le soutien en tout cas d'un grand acteur. C'est ce pourquoi on identifie le Rwanda. Et d'ailleurs, c'est pas en réalité, c'est l'ONU encore une fois qui le fait, la grande instance, si je puis dire, internationale. Donc, je pense que rien que ces deux faits-là peuvent identifier aujourd'hui la grandeur de ce problème, encore une fois, et l'urgence en tout cas face à l'inaction de cette même communauté internationale. Merci. Et je pense que actuellement la RDC est dirigée par le président Félix Antoine. Justement, oui. Et c'est comment lui, il voit cette situation? Est-ce qu'il y a des déclarations qui ont été produites? C'est comment ça fonctionne actuellement là-bas? Bon, écoutez, vous savez, la guerre, c'est pas dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il faut spécifier ça aussi. La guerre, c'est à l'est de la République démocratique du Congo, d'où au Congo. Alors, face à cette situation, comme tout président, le président, il essaye quand même il fait de son mieux pour tranquilliser la situation. Récemment aussi, il y a eu un sommet, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il y a eu un sommet où on a justement réfléchi à ces questions-là. Comment pouvons-nous finir cette guerre? Je vous ai parlé de l'accord des Sun City de 2002, où les acteurs politiques de la République démocratique du Congo se sont réunis pour justement trouver des attentes politiques dans le but justement de calmer cette situation. Et le président a justement envoyé la première ministre aux États-Unis, au Conseil de sécurité de l'ONU, pour essayer justement de demander le cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo. Et récemment en Tanzanie, la première ministre a aussi justement donné son appui par rapport à ça. J'ai vu, il y a Joyce qui veut dire quelque chose. Fait que Joyce, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose pour clarifier un point. Il y a énormément de polémiques autour justement de l'inaction, enfin de la soi-disant inaction de l'État congolais par rapport à la situation. Il faut également comprendre quelques petites choses. L'État congolais aujourd'hui est dans l'impossibilité, par exemple, de déclarer la guerre, simplement parce que ce serait pas conforme par rapport à la charte de l'ONU. L'article 51, par exemple, prévoit que la légitime défense s'appuie sur des preuves
et sur un principe justement de légitime défense, donc qui serait approuvé par l'agression extérieure d'un acteur. Le problème est que on ne parvient pas, et c'est toute la complexité de ce que je disais juste avant, justement, à prouver que le Rwanda est derrière le M23. Néanmoins, nous avons ces documents qui prouvent la présence de forces armées rwandaises déjà dans l'est du Congo. Puis nous avons également des reçus financiers qui prouvent les transactions entre ce pays et ce groupe armé. La deuxième difficulté, c'est qu'il faut comprendre aussi que la RDC subit un embargo militaire à cause de tous les conflits armés qu'elle connaît depuis 1994. Et elle subit cet embargo à cause de l'ONU. C'est aussi un sujet dont on ne parle que très peu. Et cet embargo, justement, a beaucoup empêché le développement, naturellement, des forces armées congolaises, parce que ça crée beaucoup d'instabilité interne, ça crée un grand problème de formation militaire, ça crée un problème de modernisation, parce que forcément, si on n'a pas accès à des armes et à différentes machines qui peuvent nous aider à faire la guerre correctement, on ne s'en sort pas, on ne parvient pas à moderniser et surtout à assouvir un besoin de défense avec des mauvaises armes ou avec des compétences limitées. Donc cet embargo aussi est à citer et à légitimer dans cette problématique et dans ce problème. Justement, et bien avant de continuer, je crois que par rapport au conflit armé, il y en existe deux. Donc, le conflit qui peut-être est armé international et le conflit armé non international. Donc, le conflit armé international qui oppose deux pays, le conflit armé non international qui oppose le gouvernement avec un groupe armé, un groupe rebelle, si je peux le dire pareil. Et selon vous, c'est quoi exactement la classification de ce conflit là-bas en RDC ? Je dirais que c'est une difficulté sans trop l'être, dans le sens où, à mon sens, et ça n'engage que moi, c'est le résultat de la complaisance de la communauté internationale, encore une fois. Pourquoi ? Parce que c'est un problème qui, à la base, était basé sur des rébellions. Et c'est ce pourquoi, longtemps, je pense, la communauté internationale s'est juste contentée d'apporter des aides, notamment la MONUSCO, donc la mission de l'aide pour le développement, de la sécurité, de la stabilisation en RDC. Néanmoins, aujourd'hui, on constate que ça prend une plus grande échelle. Parce que si le Rwanda est lié au M23, qui est la source du plus grand, en tout cas, de la plus grande instabilité dans cette région, il faut comprendre aussi qu'on a besoin d'armes, premièrement, et de défense à la hauteur également de l'acteur en face de nous. Et justement, le narratif de Kagame est assez surprenant parce que on ne cesse de lire et d'entendre dans ces différents récits journalistiques, médiatiques, que c'est un problème congolais. Alors non, ce n'est pas un problème congolais parce que c'est une ingérence étrangère. Et c'est ce pourquoi j'insiste sur l'agression et sur le type d'agression auquel on assiste. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon aussi, il faut se renseigner et il faut rendre l'information accessible. Parce que sans ça, on abrutit les gens et surtout, on ne fait que déplacer le problème de vue. Or, on a besoin de comprendre comment les choses se passent pour pouvoir les condamner. Il ne suffit plus aujourd'hui de les dénoncer, il faut les nommer, il faut les condamner. Et c'est ce que, premièrement, l'État congolais demande, que certains pays africains qui soutiennent le Congo demandent également. Je pense au Sénégal, je pense à l'Afrique du Sud, qui ne cesse de montrer leur soutien ces derniers temps. Et évidemment, ça ne suffit pas, mais il y a énormément de députés français, européens qui ne font que dénoncer ça, notamment parce que l'Union européenne a également signé des traités d'accord avec le Rwanda pour acheter du coltan. Il n'y a pas de coltan au Rwanda. Justement, et par rapport à ça, et je pense que tu as misé sur plusieurs pays, j'allais justement te demander, c'est comment cette situation a-t-elle affecté vos relations avec les pays voisins ? C'est comment vous comprenez vos relations actuellement avec les pays voisins ? Tu sais, Niger, avec les pays voisins, c'est des questions diplomatiques. Si je dois d'abord les nommer comme ça, ça a affecté, bien évidemment, oui, avec certains pays voisins. Je vais ouvrir une parenthèse très rapidement, parce que ce n'est pas dans le contexte du sujet. La République démocratique du Congo voulait opter pour la double nationalité. Mais justement, on ne peut pas opter pour cette double nationalité à cause du conflit qui règne à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a des Rwandais, justement, qui se considèrent comme, justement, des Congolais. Parce que c'est tout comme Joyce vient de le dire, on ne parvient pas, justement, à prouver que le Rwanda attaque sur la scène internationale. On ne parvient pas à prouver directement que le Rwanda
attaque la République démocratique du Congo ou agresse la République démocratique du Congo. Vous voyez, et ça, c'est, je peux dire, je sais pas, ça crée comme une sorte d'antagonisme entre nos deux pays et du coup, justement, ça fait bugger nos relations. Et justement, sur ces points-là, l'Angola nous soutient. Certains pays voisins comme le Burundi nous soutiennent. Il y a aussi des pays voisins dont je préfère pas mentionner de nom, ne nous soutiennent pas. Pas directement, pas verbalement. Verbalement, ils nous soutiennent. Mais sur les actes, on n'est pas soutenu. D'où, de mon propre avis, je pense que la République démocratique du Congo n'est carrément pas soutenue. Les personnes qui sont censées être nos meilleurs alliés, les personnes qui sont censées être nos frères, mais en réalité, c'est ces gens-là qui facilite justement la vente des armes dont elle parle. Parce que la République démocratique du Congo a tout pour faire la guerre. Justement, ce qui nous bloque, d'une part, c'est les relations que nous avons. D'une part, c'est les lois qui sont écrites sur le scène international. Ça nous permet pas justement de déclarer la guerre ouvertement au Rwanda. Parce que si on veut interpréter le droit, ou si on veut interpréter ce qui est écrit sur les textes ou sur des conventions, le Rwanda non plus nous a pas déclaré officiellement la guerre. Donc vous voyez qu'on fait face à des rebelles, et ces rebelles-là, justement, ou ces acteurs rebelles ou ces rebelles, si je dois dire ça comme ça, sont en attente ou en alliance avec des acteurs politiques qui sont justement nos pays voisins. Et ça nous empêche justement, nous, la République démocratique du Congo, en ce moment-ci, de nous défendre. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo essaye, ou si je dois dire, a déjà prouvé suffisamment que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Mais ce qui nous bloque justement, c'est le fait que tout ce qu'on essaye de dire, tout ce qu'on essaye de faire valoir, ou tout ce qu'on essaye d'exprimer, n'est tout simplement pas considéré. Intéressant, et je pense que c'est une situation très sensible, mais aussi très importante. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même que nous ayons une solution par rapport à tout ce qui sévit actuellement à la RDC. Mais comme vous le savez, il y a le droit de la guerre, le droit international humanitaire, notamment les conventions de Genève de 1949, qui régit les conflits armés et qui protège les civils, et aussi les personnes qui ne participent pas au combat, particulièrement les blessés, et j'en passe. Mais là, maintenant, la question, c'est comment la société en RDC comprend cette situation. Est-ce que les femmes, les enfants, est-ce que les familles vivent bien? C'est comment vous comprenez l'actualité là-bas? Joyce, tu veux répondre à ça? Bien sûr. Vas-y. Simplement, premièrement, on a des acteurs qui ont une pointe mondiale, si je puis dire, qui agissent très bien au Congo et qui font très bien leur travail. Je pense évidemment au docteur Denis Mukwege, qui a également été, excusez-moi, j'ai oublié le titre exact. Il a eu le prix Nobel de la paix. Donc évidemment, c'est un des acteurs, je pense sincèrement, principal dans la solution de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il opère quotidiennement des femmes violées. Et il faut rappeler que l'arme de guerre phare au Congo aujourd'hui est le viol. Donc ça explique très clairement quel type d'exactions, en tout cas, auxquelles on fait face, ou en tout cas auxquelles la population civile, fait face. Et en quelques mots aussi, pour résumer ce qui se passe à Goma actuellement, puisque c'est ce dont il est question, il y a énormément de manque humanitaire, étant donné que l'aéroport est resté fermé un long moment. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs beaucoup de puissances occidentales ont rappelé leurs ressortissants à rentrer rapidement. Donc pour vous montrer à quel point la situation est extrêmement grave. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations connues qui agissent, comme Médecins sans frontières, comme la Croix-Rouge aussi française, qui aident, mais ça ne suffit pas. Donc il y a énormément d'associations, d'ONG purement congolaises qui agissent. Je pense à Panzi Fondation, à l'hôpital Panzi du docteur Mukwege, ouais, et également d'autres organisations qui ont le même rôle dans la zone. Donc, je rappelle à nos internautes que nous parlons actuellement des conflits en RDC avec Daniel et Joyce. Mais selon vous, c'est quoi les solutions que vous pensez qu'on peut instaurer actuellement pour résoudre ce problème? Pour être honnête, c'est quand même très difficile parce que
dans cette guerre, tous les acteurs n'ont pas les mêmes prismes. Premièrement, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est quand même le premier organisme, en tout cas organe de l'ONU vers lequel on se tourne dans ce genre de situation, n'a déjà pas la même vision des choses. Dans le sens où on a d'une part le Conseil permanent des Nations Unies, qui est composé de 5 personnes, enfin de 5 États membres, qui n'ont absolument pas d'intérêt à ce que la guerre s'arrête. Je peux citer la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui achètent déjà les ressources qui sont pillées par les groupes rebelles et notamment par le Rwanda. Et puis d'autre part, la Chine et la Russie qui elles-mêmes agressent des pays et ont des visions expansionnistes pour leur propre politique à elles. Donc rien que ça, déjà, ça rend la chose un peu difficile. La deuxième chose, c'est que les rapports d'experts qui nous permettent justement de prouver que c'est le Rwanda qui est à la source des agressions viennent également du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc si à partir de là, vous avez déjà 2 solutions qui s'opposent, qui se divisent et qui ne parviennent pas à cohabiter ensemble pour le même intérêt, quelle place nous pouvons prendre dans ce conflit, en fait, dans cette problématique? C'est assez difficile étant donné qu'à l'échelle nationale, on n'a pas de solution concrète, si ce n'est justement la dénonciation. Et en plus, au risque de se faire... comment on appelle ça ? De se faire punir en retour si nous, on déclare la guerre. C'est aussi un risque, vous comprenez ? Exactement, ouais. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe et de très problématique en soi, mais auquel je pense qu'il y a des issues. Daniel pourra le dire. Ouais, moi je pense... J'aime bien ce qu'elle vient de dire. C'est tellement beau ce qu'elle vient de dire. Mais c'est simple. On n'a pas besoin de l'ONU, non. On n'en a pas besoin. Carrément, on n'en a pas besoin. Vous savez, la solution à quelque chose est simple. T'achètes un lit, le lit est affecté par des insectes, tu ne dormiras pas bien. Tu ne diras pas c'est parce que je viens de l'acheter, même si les insectes me piquent, ça ne fait rien. Je vais mettre le bactérie pour les chasser. Ils partiront jamais tant qu'ils se sont déjà installés. Il faut jeter ces lits et acheter quelque chose de nouveau. Moi, je pense que la République démocratique du Congo n'a pas besoin de l'ONU pour déclarer la guerre. Nous sommes en relations internationales. Il y a des relations de force. Les États-Unis, quand on dit non et ils disent oui, ils font ce qu'ils veulent. On condamne le Rwanda plusieurs fois. Le Rwanda a été condamné. On ne peut pas se les cacher. La France a condamné le Rwanda. Donald Trump a dit il s'en fout des Congolais. On ne peut pas se le mentir. Et pourquoi nous, à notre retour, on doit aller aux États-Unis pour assister au Conseil de sécurité de l'ONU, pourtant notre souveraineté n'est pas reconnue. La seule solution à faire pour vaincre cette guerre, pour mettre terme à cette situation, nos acteurs politiques doivent prendre l'initiative, la décision, à partir de maintenant, d'arrêter tout simplement tous les accords, en commençant par le Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'au Rwanda. Tout simplement. C'est vrai que ça va créer beaucoup d'ambiguïté sur la scène internationale, mais néanmoins, ça permettra à notre pays de prendre les armes et de repousser toute personne qui essaye de violer en fait notre sol. On a vu ça avec la Russie. Ça a voulu se faire avec l'Ukraine et l'OTAN. La Russie a répliqué. Et Poutine n'a jamais été arrêté. Il est en vie et il continue de voyager. Tout simplement. Merci Daniel. Excusez-moi d'avoir frappé fort, mais c'était plus fort que moi. Je me demandais qui de mieux que des Congolais pour parler de cette situation. Et je pense que c'est une situation qui me tient à cœur parce que souvent on parle de guerre, et comprendre vraiment les aspects, les difficultés, les mécanismes et aussi les instruments juridiques qui peuvent nous aider à sortir de cette situation, je pense que ça doit être vraiment un enjeu à discuter au quotidien. Mais je pense que vous deux, vous avez un dernier mot à dire à notre communauté qui nous écoute. Et ici, d'ailleurs, nous sommes à l'Université Laval, un espace où les gens favorisent le débat et on parle aussi de tous les enjeux nécessaires pour la bonne connaissance, je dirais, de nos étudiants. Mais aussi, les gens sont en RDC et attendent au moins une solution adéquate. Vos derniers mots pour ces personnes ? Écoutez, simplement, on s'oppose clairement et radicalement à la violation du droit humanitaire et du droit des droits de l'homme, en fait, simplement. Donc, évidemment, on oppose nos voix. Oulala, 1, 2, 3.
Je suis désolée. Pas de souci. On élève nos voix, je pensais à plusieurs choses en même temps. On élève nos voix pour faire valoir la cause et surtout pour rappeler à ces personnes qu'on ne les oublie pas. Ouais. Parce que c'est facile aussi de parler de cette situation, mais il faut se rendre compte des chiffres qu'on emploie quand même. On parle de millions de personnes, de centaines de millions de personnes en 30 ans. Et encore une fois, je le redis parce que c'est ce qui m'a frappé, en tout cas quand j'ai fait cette réflexion, on était nombreux à ne pas être nés quand ça a commencé. Et pourtant, le conflit n'a toujours pas l'air d'alerter le plus grand monde, en fait. Ce n'est pas normal. Donc, au même titre qu'on défend d'autres causes, la Palestine, l'Ukraine, qu'on a défendu des plus grandes causes, des plus grands génocides, faisons-le aujourd'hui. Pour ne pas justement avoir à parler dans 30 ans d'un génocide congolais, pour ne pas avoir à participer à des commémorations de génocide congolais dans 30 ans, 40 ans. Non, il faut agir maintenant. Merci beaucoup, Joss. Et toi, Daniel? Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, fait que je pense pas rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent avec nous et de parler d'un sujet aussi sensible. Chers internautes, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons eu le privilège de parler